tout ce que j'ai fait depuis, j'ai toujours eu une grande paix intérieure. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait sous mes pieds ce filet de sécurité. Ce qui me permet d'avancer comme un funambule sur une corde invisible, avec une facilité déconcertante, vient du fait que j'ai toujours le sentiment que ma vie n'a pas encore commencé. J'ai le sentiment que tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'était qu'une préparation. Alors qu'il était au sommet de son art, qu'il était au rendez-vous du succès dans tout ce qu'il entreprenait, la mort est venue nous l'arracher brutalement à fleur d'âge. Syndika incarnait la fierté et une grande espérance pour des millions de jeunes en République démocratique du Congo comme en Afrique. Parce qu'un grand esprit ne meurt jamais. Parce qu'on ne cessera jamais de raconter les œuvres, les valeurs et les principes qu'il a défendus et qui ont fait de Syndika un être d'exception, nous, les amis de Syndika, avons choisi de le raconter, le célébrer et partager ce qu'était le génie de Syndika. Simplement, un homme pour les autres. À toute la famille de Kolo ici présente, Kembin, Donna, Manzanza, tous autant que vous êtes, je tiens d'abord à vous saluer, à vous dire merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour célébrer. Le mot « célébrer » est important parce que c'était un des mots qui était dans le vocabulaire de Syndika, la célébration. Pour célébrer Syndika, célébrer ses 50 ans d'âge. Nous avons voulu placer cette célébration de Syndika aujourd'hui sur un thème qui lui était cher, et nous aurons, pendant les prochaines heures, à partager sur ce thème auquel il était très attaché. Être un homme pour les autres. J'aimerais que, parce que ce sera un peu la philosophie de notre après-midi, que nous puissions écouter, tous ensemble, avec Syndika cet après-midi, cette homélie. Vous savez, la mort physique nous dit quelque chose d'essentiel. Si tu ne penses qu'à toi, si tu ne penses qu'à manger, toi, un jour de mort, tu mourras. Une vie centrée sur soi-même, ce n'est pas la vie. La vie, c'est d'aimer. Et Jésus lave les pieds de ses disciples au cours de son tout dernier repas avec eux, justement pour nous dire que ce n'est pas de manger qui donne la vie, mais d'aimer jusqu'à nous laver les pieds les uns les autres. Chers amis, chères sœurs, chers frères, je vous encourage donc à saisir l'opportunité de ce colloque pour réfléchir, échanger et marcher sur les pas de notre frère Syndika pour embrasser pleinement cette belle et noble mission qu'il avait faite sienne et devenir, à votre tour, avec vos talents personnels, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient sociaux ou politiques, à devenir, disais-je, une femme ou un homme pour les autres. Après Manzanza qui a largement dressé la route qui va nous conduire tout cet après-midi, je souhaite que la régie nous lance le témoignage de Konema. Syndika, qui d'autre que toi peut mieux incarner cette phrase que tu aimais tant? Être un homme pour les autres. Un homme pour les autres, tu l'as toujours été. Aux côtés de ton père, dans les moments difficiles, de ta maman, dans la poursuite de sa vie, de tes sœurs, de ton frère, bien évidemment de ta femme, de tes enfants, de toute ta famille et aussi de tes amis. Tu étais toujours là, toujours encourageant, avec toujours un mot positif et avec cette capacité de voir en chacun d'entre nous le potentiel
les talents, la force, aussi les faiblesses à compenser parfois. Tu transmettais tellement de cette énergie, de cette bienveillance, de cette force. Mais un homme pour les autres, tu l'as été, oui, mais tu le restes aujourd'hui. Tu le restes pour moi et pour tous ceux, je pense, qui ont eu la chance d'être à ton contact et de t'avoir dans leur vie. Tu m'inspires au quotidien. Je trouve force, réconfort et je me souviens. Je me souviens de ce que tu pouvais voir dans les autres. Je me souviens de ce que tu pouvais voir en moi. Oui, Sindika, tu es et tu resteras un homme pour les autres. Konema évoque la capacité, le talent, le discernement que pouvait avoir Sindika. C'était un don. Avoir cette science de pouvoir discerner, de dégager dans chacun la force, le potentiel qu'il représente. Et ce témoignage est très personnel. Konema fait partie de ses intimes. Nous allons écouter un deuxième témoignage qui lui ressemble, mais qui est d'une autre nature et qui est extrêmement important aussi. C'est un message de l'abbé Jeff Lukelu. À toi, Sindika Dokolo, mon ami. Aujourd'hui, 16 mars 2022, nous célébrons le 50 ans de ta venue au monde que nous plaçons sous le signe de l'amitié. Comme le dit Jean Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Cette mémoire est pour moi la célébration de l'amitié. Très jeune, tu savais choisir l'amitié alors que j'étais moi aussi jeune prêtre. Tes parents m'ont ouvert la porte de leur belle résidence et toi, tu m'as accueilli comme un ami. J'ai pu expérimenter auprès de toi que l'amitié, comme le dit le philosophe Emmanuel Kant, est la perfection de l'amour. L'amitié est la révélation de la bonté du cœur de l'homme. Ainsi, l'amitié a été pour toi le moteur de tes relations. Elle est plus noble que le simple sentiment d'amour. C'est pourquoi pourrais-je dire que tu as été noble, distingué, plein d'empathie et d'humanisme, toujours porté vers les autres, emporté vers ce qui est beau, vrai et juste, fuyant la médiocrité et caressant la vérité. Pour toi, Sindo, la famille était le lieu par excellence de la manifestation de l'amitié. Au-delà de ton épouse et de tes enfants, ton cercle d'amis fut débordant, incluant les hommes et les femmes de tous les horizons. Pour finir, ce sentiment noble de l'amitié irradiait aussi bien tes relations avec les humains qu'avec la nature que tu respectais tant. Puisse ce sens élevé de l'amitié habiter le jeune en qui tu as suscité beaucoup d'espoir pour un Congo nouveau. Seule l'amitié, l'amour et la passion pour le Congo tiendront notre pays et tous les Congolais debout comme tu l'as ardemment désiré. Cher Sindo, nous t'en remercions. Repose en paix. Ton ami Jeff Lukelu. Il avait récemment organisé une très grande exposition à Bruxelles, à Beaux-Arts, intitulée « Incarnation ». Je voudrais très rapidement vous donner juste quelques petites clés qui pourront vous aider à faire ce parcours et à le faire dans la manière dont Kendall et moi nous l'avons entendu. Incarnation aurait pu s'appeler initiation. Et incarnation démarre, vous allez le découvrir ici en rentrant,
sur un constat qui est fort, sur une déclaration, une affirmation qui est très forte. On a parlé à l'instant de cette carte renversée. En fait, les cartes pré-Mercator, beaucoup de cartes représentent l'Afrique avec le nord en bas et le sud en haut. C'est ce qu'on appelle un point de vue afrocentrique. Et effectivement, la Terre, c'est une sphère qui flotte dans l'univers. Et dans l'univers, il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas. Et moi, je considère effectivement que ce n'est pas anodin le fait qu'on ait choisi que l'Europe soit en haut et l'Afrique soit en bas. Deuxièmement, Mercator, ce géographe de la Renaissance, a décidé, pour essayer de développer et aider les lignes maritimes, donc en faire des lignes droites, décidé de projeter ce qui est un globe en 2 dimensions sur une carte. C'est les cartes qu'on utilise toujours aujourd'hui. Et le problème, c'est que mathématiquement, quand vous faites ça, vous devez choisir un point de référence. Le point de référence détermine en fait quelle partie sera la mieux représentée ou la plus grandement représentée et laquelle souffrira. Et moi, j'ai appris, comme certainement vous tous ici, que l'Europe avait une proportion qui était presque comparable à l'Afrique, ou en tout cas une partie de l'Afrique. La réalité, lorsqu'on regarde en termes de superficie et de kilomètres carrés, l'Afrique peut abriter la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord, l'entièreté de l'Europe de l'Est, plus quelques autres pays. Et donc le premier statement qu'on affirme avec beaucoup de force avec Handel, c'est « on nous a menti ». Lorsqu'on nous a parlé de l'Afrique, on nous a menti. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, nous, Africains et Afrodescendants, nous nous mentons à nous-mêmes. Cette exposition essaye d'adresser cette question-là. Réapprenons, nous, les Africains, mais aussi tous les gens qui ont un intérêt par rapport à ce continent, à nous regarder. Désapprenons ce que l'œuvre coloniale nous a imposé, qui est un regard décalé vis-à-vis de nous-mêmes et de notre histoire, un regard exotisant, et apprenons à nous recélébrer. Parce que le syndicat était bouillant. Moi, je l'ai vu arriver, il avait à peine peut-être 10 ans. Il venait, il accompagnait son père à la fin de chaque année, puisque l'Institut des musées nationaux avait des œuvres. Et ces œuvres devaient être connues. Et comme c'était un service de la présidence de la République, le patron de la banque de Kinshasa, M. Dokolo, avait ses entrées. Donc, à la fin de chaque année, il arrivait au musée, toujours accompagné de son fils, syndicat, pour statuer sur les objets qu'on devait choisir, pour pouvoir imprimer les calendriers. Et ce sont ces calendriers qui participaient en plus au financement de l'Institut des musées nationaux. Vous voyez d'où il tire ses origines des sponsors. Quand ils arrivaient au musée, nous, on était des stagiaires. On nous donnait syndicat pour lui faire visiter les réserves de l'Institut des musées nationaux. Et à l'Institut des musées nationaux, au Mont-Galliema, il y a 5 réserves. Et tout le monde, même les gardiens des réserves, quand on voyait arriver ce syndicat, c'était pour dire, mais quand il est devant les masques ou bien devant les pièces, il rêve. Et par la suite, en écoutant ce qu'il vient de dire, nous avons conclu à l'occasion de cette exposition Incarnation, nous avons dit, il ne rêvait pas, il parlait au masque. Le message transmis par les œuvres de la culture matérielle, artistique et historique est basé, comme le dit le syndicat si bien, sur l'espérance et une résistance dans la vérité. Et bien évidemment, la négation fondamentale du mensonge. Nous avons donc l'obligation. Il nous a lancé la question et le débat est ouvert. Nous avons donc l'obligation de refuser d'être orphelins de l'Afrique en remontant à nos sources
dont nous avons la mission d'être fiers. Et que sciemment ou inconsciemment, nous avons tendance à oublier. Pourquoi? On devrait se poser la question. Pourquoi? Un point fondamental qui est: qu'est-ce qui fait patrimoine? C'est que les colons ont valorisé? Ou bien ce que nos grands-pères considéraient comme patrimoine? Qu'est-ce qui fait patrimoine? C'est que les collectionneurs européens et américains valorisent aujourd'hui? Je crois qu'il faudrait qu'on puisse se poser une question, patrimoine en devenir, et voir comment résoudre cette question. Deuxième point sur cette question de la restitution, le patrimoine africain en Europe doit pouvoir être présenté au public africain. Il est donc nécessaire de développer des collaborations entre musées européens et africains avec des expositions conjointes présentées de deux côtés de la Méditerranée pour garantir la qualité. Pas exposition faite au rabais pour les pauvres musées africains. Nous l'avons fait avec l'exposition Vallée du Niger. Un catalogue extraordinaire a été réalisé. Et à chaque arrivée dans un pays, il y avait un vernissage qui était accompagné d'un colloque. Troisième point sur la question de la restitution. Le débat sur la restitution masque d'une manière extrêmement dangereuse la question de trafic, ici et maintenant, et de la responsabilité des États et des professionnels sur cette question. Les professionnels ont sorti une liste rouge qui avait comme objectif de mobiliser les professionnels des pays du marché pour qu'ils surveillent les ventes et signalent aussitôt aux professionnels en Afrique des pièces illicites. Parce qu'on vole même dans les musées. Ben, on vole dans tous les musées du monde. Hein. En conclusion, ce débat sur la restitution ne vaut que s'il permet de soulever le drap pudique avec lequel il cache les enjeux, les vrais enjeux de la responsabilité des États et institutions européennes, américaines et bientôt chinoises. Il ne s'agit pas de s'opposer à la restitution des pièces avec une très forte connotation symbolique, si c'est une pièce rituelle qui a été utilisée sur le plan culturel dans un village pour la paix et l'harmonie, cela va de soi. Et là, c'est un enjeu plus politique que culturel. Mais il faudra quand même, quand on fait ce travail, faire éclater l'hypocrisie. À ce niveau-là, puisque j'ai eu l'occasion de le lire et de discuter avec lui pour des choses qui nous dépassaient, j'entends et je comprends le cri de détresse des syndicats. Que faire alors? Il aurait pu nous aider à restaurer la vérité. C'est fondamental, la vérité. On se cache dans le mensonge. C'est dommage. Je termine avec une citation que j'ai empruntée au président honoraire du Conseil international des musées, ICOM, consultant PNUD d'UNESCO à l'Institut des musées nationaux,
président honoraire de la République du Mali, aussi longtemps qu'une civilisation exercera sur ses semblables une pression politique, intellectuelle et morale de ce que la nature et l'histoire lui ont donné, il ne saurait y avoir d'espoir, de paix pour l'humanité, car la négation des spécificités culturelles d'un peuple revient à la négation de sa dignité. Syndicat La Région. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame Chagé, pour cette intervention extrêmement importante, riche et qui nous a mis en perspective le combat de syndicats que très peu d'entre nous pouvaient appréhender. Un combat de courage. Quand Madame Chagé a dit qu'il fallait lutter contre l'hypocrisie, c'est l'hypocrisie aussi des puissants, des États. Et là, merci de nous avoir éclairés sur ces enjeux. Nous y reviendrons certainement par la suite. Mais ça ouvre une perspective d'être un homme pour les autres dès lors qu'on se réapproprie son identité, sa culture, parce que finalement, vous l'avez évoqué, c'est le patrimoine culturel qui s'enrichit et qu'il faut garder précieusement. Et Syndicat était quelqu'un qui savait les enjeux et qui savait défendre ces enjeux de notre pays. Nous allons passer à le deuxième panéliste. Il y a eu d'autres combats menés par Syndicat. Nous allons l'écouter et je passerai la parole à Hervé qui va nous développer l'homme d'engagement citoyen qui était Syndicat de Kolo. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi ne vous êtes pas carrément lancé dans la politique ou n'avoir pas transformé les Congolais debout en parti politique plutôt que de créer un mouvement citoyen? C'est extraordinaire que ça vous étonne que quelqu'un fasse ce qu'il a dit et dise ce qu'il allait faire. Vous savez, encore une fois, si j'avais voulu faire de la politique, je pense que il y a une manière de faire de la politique. Moi, je respecte. Je pense qu'il ne faut pas qu'on considère que la politique, c'est quelque chose de sale. Mais le problème, c'est que lorsque j'ai analysé un peu la situation de mon pays et lorsque je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour être utile à aider ce pays à se développer, qui a tellement de potentialités, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà trop de politiciens. Le Congo souffre d'avoir une vie politique qui est hyper lourde. Quand vous regardez en termes budgétaires, on a un ratio entre la quantité de richesse produite et le poids financier que représente toute cette vie. Vous imaginez, il y a 500 députés, 115 ou 20 sénateurs, des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux, 26 pour un pays qui arrive à récupérer peut-être quoi en termes d'entrée, 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards de dollars. C'est grosso modo la valeur d'une PME américaine. Ça veut dire qu'on est un pays en faillite qui vit complètement au-dessus de ses moyens. Oui, mais en quoi un mouvement citoyen va influer pour inverser la tendance plutôt qu'un parti politique? Parce que justement, je pense qu'il est temps que... Moi, je pense pas que ce sont les bons leaders qui font des bons citoyens. Je pense que c'est des bons citoyens qui font un bon leadership. Voilà. Hervé, est-ce que ce sont les bons leaders qui font des bons citoyens? Absolument. Syndicat, sur cette question, je voudrais partager avec vous en fait le sens de l'engagement de Syndicat à 3 niveaux. Et son engagement citoyen et politique. Politique, comme il dit, c'est pas quelque chose de sale, pas du tout. C'est même quelque chose de noble. Et la politique n'implique pas forcément le fait de s'engager pour conquérir et exercer le pouvoir. Mais dans son sens étymologique, politis comme la gestion de la cité, la gestion de la communauté. C'est ça, être utile pour les autres en même temps. Et donc, Syndicat a déjà ces concepts-là. Et il a un engagement citoyen et politique personnel. Il a un engagement citoyen politique collectif et il a un engagement citoyen et politique
au-delà de son collectif, permettez l'oxymore, de son collectif restreint. Je vais expliquer pourquoi. Premièrement, syndicat, et ça a été la plus grande question qui lui était posée, qui m'a été posée, qui a été posée à tout ce qui lui était proche. Mais permettez un peu la trivialité, mais c'est ça, mais qu'est-ce qu'il est venu foutre dans cette galère? Est-ce qu'il n'est pas tranquille avec ses milliards? Pourquoi il vient s'embarquer dans cette histoire? Donc voilà, syndicat aurait pu se contenter, du haut de son confort, de son train de vie, soit de faire les Soros, d'appuyer à distance et d'appuyer utilement. Mais pourquoi devait-il descendre dans l'arène à un moment où la lutte est devenue extrêmement féroce et où il y avait plus de coups à prendre et beaucoup à perdre? Parce que c'était un homme qui évoluait dans un monde plutôt feutré, le monde de l'art, le monde des affaires. Et ici, les Congos savent que l'argent n'aime pas le bruit. Et donc, c'était quelqu'un qui était conscient du temps, de la discrétion, du relationnel. Or, en entrant dans l'arène, il prenait les risques de se surexposer, de perdre en relation, et donc d'exposer ses propres affaires. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Donc, premièrement, c'est ça l'essence de l'engagement. C'est quelqu'un qui a pris le temps, parce que syndicat, avec une particularité, même si c'était quelqu'un de passionné, alors ça va être subjectif, l'impression que j'avais, c'était aussi quelqu'un d'extrêmement méthodique. Donc, il prend le temps de peser les pour et les contre, mais une fois qu'il a pu se faire une idée de ce que ça demande, il s'engage comme un TGV, il ne recule plus. Et donc, la première chose, c'est que syndicat s'engage individuellement. Il ne le fait pas par personne interposée, il ne le fait pas par procuration. Syndicat lance l'appel à rejoindre les Congolais debout personnellement. Il apparaît sur une vidéo, il fait un diagnostic implacable, quasiment un réquisitoire, et il illustre la situation du pays, et il dit, si vous estimez que vous en avez assez de cette incurie, si vous en avez assez de ces cycles infernales dans lesquels nous continuons à patauger, si vous en avez assez de rester dans cette impasse sans espoir, alors rejoignez-nous. Et ça, peu de personnes à son niveau n'ont eu le courage de le faire. Je ne peux aucun jugement des valeurs, chacun a apprécié par rapport à soi-même, mais dans le contexte qui était celui-là, et voilà, il venait de déclarer la guerre à un régime, il venait de déclarer la guerre à un pouvoir aux abois, qui avait quasiment fragilisé l'opposition et qui était devenu totalement intolérant vis-à-vis de toute expression de contestation. Donc il a accepté. Donc certainement, à partir de ces moments-là, il a perdu plus que des relations. Il s'est mis en danger. La preuve, c'est que effectivement, il a fait l'objet de procédures judiciaires totalement fictives, qui nous faisaient rire, mais qui à l'époque avaient quand même des incidences. Se faire condamner en justice par une personne qui plus tard, on va se rendre compte, n'avait même pas la qualité des magistrats, mais qui avait statué dans l'affaire, et mais pour lesquels quand même l'État congolais persistait à dire oui, mais il a une condamnation. Donc voilà le premier élément. L'autre conséquence, outre le fait que ça le concerne personnellement, puisqu'à partir de ce moment, il se condamne à l'exil, il ne peut plus revenir au Congo. La deuxième conséquence, sa famille en pâtit. Madame Dokolo a vu ses bureaux du consulat de Norvège être vandalisés. Ça n'a jamais eu lieu avant. Ça n'a eu lieu que à partir de l'engagement citoyen et politique de son fils. Donc, syndicat accepte le prix à payer, il l'assume et il s'expose. Donc, il prend personnellement les risques. Ce n'est pas un chef qui vous dit avancez. Non, c'est un chef qui vous dit suivez-moi. Je suis avec vous et je vais prendre le coup avec vous. Je vais prendre les coups pour vous, mais ce sera utile pour tous les autres. C'était ça, la première dimension, à mon sens, sans être exhaustif, du sens de l'engagement citoyen et politique des syndicats à titre personnel.
il faisait que ces collectifs, que j'utilise un peu paradoxalement comme un collectif restreint, donc étaient les Congolais debout, qui étaient devenus le mouvement auquel appartient un syndicat, je l'espère en tout cas, ne devrait pas se limiter juste à être le mouvement auquel appartient un syndicat ou bien le mouvement que le syndicat a créé. Donc ça ne devrait pas rester une sorte de tour d'ivoire où on se complaisait, mais il devrait avoir une utilité dans un système où nous étions tous dans un combat commun. Et là, il a révélé une autre dimension dans la lutte, parce que nous étions une organisation, l'une des plus récentes, dans laquelle peu d'autres mouvements citoyens ont voulu exceller. La première chose, Sindika n'avait pas d'a priori. Il dit, vous êtes un mouvement citoyen, on l'a lancé, mais il est citoyen dans le sens civique du terme, donc tout citoyen congolais peut y adhérer, sans exception de religion, de choix politiques autres. Donc les Congolais debout avaient cette particularité qu'on pouvait militer ailleurs tout en étant membre de cette organisation. Ça paraissait paradoxal, il dit, mais quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de défendre des valeurs, des vertus communes dans une république. Et cela, ce n'est pas le monopole uniquement de ceux qui sont de la société civile, et que les politiciens, puisqu'il y a une sorte d'anathème, c'est des combinards, ils sont indignes, ils sont mis dans une situation compliquée, il faut les mettre à l'écart. Parce qu'ils continuent à dire, mais en fin de compte, si on est dans un match de rugby et qu'on gagne l'essai, il faut finir par transformer l'essai. Mais l'essai, ce sont les politiques qui vont les transformer. Ils vont se mettre sur une table de négociation. Et là, ils vont discuter politique. Alors, si nous commençons déjà à les éviter, parce qu'ils sont combinards, parce qu'ils sont tout ce que vous dites, mais ils finiront par se mettre à l'écart et vous abandonner. Mais si vous prenez langue avec eux, vous savez à quel moment faire avancer les collectifs. Ça, c'était une approche, donc une sorte d'approche holistique où il intégrait notre propre combat dans un ensemble plus grand. Et aussi, parce que c'était les mêmes combats, il avait pu faire créer au sein de l'organisation ce qu'on a appelé une sorte de groupe d'intervention rapide pour assister tous les compagnons des luttes qui ne sont pas Congolais debout, mais qui sont dans le même combat pour l'alternance qui avait suscité la création des Congolais debout, mais qui peuvent tomber au front. Alors, pour lui, il disait, l'une des forces de l'oppression, c'est d'isoler les combattants et de leur laisser croire que tout ce qu'ils ont fait était tellement vain que personne ne se souvient plus d'eux lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils se font arrêter, lorsqu'ils se font molester. L'une des premières choses que ces services utilisent, c'est de dire, tu vois maintenant, tu es seul, tu faisais du bruit pour rien, qui est maintenant là, où est ta famille, tu es tout seul, etc. Et donc il avait dit, si nous parvenons à créer cette sorte de réseau de solidarité, que si l'un d'entre nous est arrêté, molesté, quoi que ce soit, il y a une défense qui s'assure autour de lui, il y a une mobilisation qui s'assure autour de lui, il y a une prise en charge des siens qui s'assure, ça donne du sens au combat, ça démontre que c'était un combat commun et que nous sommes des Congolais pour les autres. Et dans ce sens, c'est ainsi qu'on nous a vus en tant que Congolais debout avec nos avocats, assurer la défense des acteurs d'autres mouvements citoyens qui avaient été arrêtés, assurer la défense des journalistes, notamment Peter Tiani, Eliezer Tamboué notamment, qui, à l'époque, on les appelait les journalistes engagés, qui avaient connu quelques moments pénibles à Makala. Et même, et je l'ai su plus tard, Sindika, et sur témoignage de l'intéressé, a aidé jusqu'au bout quelqu'un comme Franck Diongo qui était en détention pendant ces moments de détention, donc a assuré cet appui parce qu'il considérait que tout cela, même sans mettre nos t-shirts, sans pavoiser, étaient des Congolais qui étaient debout. Et qu'être Congolais debout allait au-delà d'une seule appartenance à une organisation. Donc voilà le legs que Sindika nous a laissé, le sillon qu'il a tracé. Comment être un homme pour les autres, comment être un Congolais pour les autres. C'est que
il y a une discipline de l'engagement personnel dont on doit tenir compte parce qu'il y a un prix à payer, mais qui vaut la peine, surtout pour notre jeunesse. Mais cet engagement personnel n'a du sens que lorsqu'il s'exerce et s'exécute dans le collectif, parce que tout seul, on ne peut pas, on peut peut-être aller loin, mais accompagné, on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc tout seul, on peut aller vite, mais accompagné, on va loin. Et que ce collectif ne doit pas se restreindre dans l'entre-soi, mais il doit toujours avoir un impact le plus large possible, parce que nos compagnons des luttes, nos semblables, ce n'est pas toujours ceux qui cohabitent chaque jour avec nous. Voilà ce que je peux dire, moi, de ce qu'a été Syndicat. Merci Hervé pour tous ces rappels sur le sens de l'engagement. Et j'ai bien aimé la phrase, c'est pas avancez-vous, c'est suivez-moi. Et je vois les difficultés du porte-parole devant quelqu'un qui avait une parole si facile et un engagement si contagieux. Et maintenant, nous allons parler de Syndicat, l'homme d'affaires. Être un homme d'affaires, c'est être flexible, être créatif et être déterminé. Donc quand un projet ne marche pas, vous en faites un autre. Donc effectivement, moi j'ai beaucoup de domaines qui me passionnent, comme l'agriculture par exemple. Je pense que l'agriculture, c'est vraiment notamment dans ma province du Congo central, qui est naturellement le grenier de la capitale Kinshasa, dont on est 12 millions aujourd'hui. Je pense que dans quelques années, on sera 15 millions, puis 20 millions. Donc effectivement, il va falloir nourrir tous ces gens-là. Et donc, cette province du Congo central a vocation à être à la fois le grenier et la base logistique arrière de la capitale. Et donc avec cette vision-là, effectivement, ça donne une direction déjà pour une série de grands projets structurants. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas gagner de l'argent, c'est essayer au maximum de créer de la valeur, créer de la richesse et créer de l'emploi. Moi, ce que je voudrais, effectivement, c'est avoir un pays où il fait bon vivre. J'aimerais retrouver qu'on retrouve la fierté d'être congolais, la fierté d'être riche, la fierté d'être fort. C'est ça c'est la contribution que j'aimerais faire. Si à la fin de ma vie, je me rends compte qu'effectivement, j'ai pu créer autant d'emplois que mon père a créé, j'ai pu aussi représenter un exemple ou porter un espoir, là où des jeunes gens qui nous voient ou qui nous écoutent se disent « mais moi aussi, je peux le faire », alors je pense que ma vie aura été utile. Syndicat, l'homme d'affaires. Guy, vous avez le micro. Absolument. Bravo à tous et merci pour cette célébration, Olivier et toute l'équipe des Congolais debout. Je m'appelle Guy Badjoko, je suis entrepreneur dans les télécoms et dans l'énergie. Et en 2019, j'étais à Londres avec Syndicat. Nous préparions avec son équipe le projet. Nous devions installer un centre, une unité de production de transformation de l'or pour permettre justement à ces petits orpailleurs de venir, plutôt que de traverser la frontière et d'aller vendre leur production au Rwanda ou en Ouganda, de la transformer sur place, au bénéfice du Congo, pour le trésor public, et pour qu'enfin, on donne une alternative à des gens travailleurs qui ne souhaitaient qu'une seule chose, c'est nourrir leur famille et améliorer leur ordinaire. Un homme pour les autres. Il l'a rappelé, il l'a dit, à l'époque où nous nous rencontrons pour cette occasion, il a fortune faite. Il n'a pas besoin, en réalité, de cette opération supplémentaire. C'est de l'or, c'est rentable. Pourtant, son souci, c'est d'être un homme pour les autres. On l'a rappelé, tu l'as rappelé, Hervé. Syndicat a eu la chance inouïe d'être le fils d'Augustin Dokolo, qui est né sur ces terres. Il a eu la chance infinie de se créer un prénom, si bien que dans sa génération, et pour les plus jeunes, ils connaissent peut-être davantage Syndicat Dokolo qu'Augustin Dokolo. Pour les gens de ma génération, c'est invraisemblable. C'est absolument exceptionnel. Et on l'a entendu à la fois dans le témoignage de Mme Chagé, dans ce que Hugues disait,
la construction d'un homme, d'un humaniste, ne commence pas à l'âge adulte. Elle commence tout petit, parce que les parents lui transmettent. Je connais une dame que je respecte beaucoup qui dit souvent « Vos enfants sont comme des tirelires. Vous mettez des choses à l'intérieur, elles disparaissent, vous ne les voyez plus. Et un jour, elles ressortent de quelque part. Elles sont là, quelque part. Les syndicats a reçu ça de ses parents, d'Augustin de Colo, de Anne de Colo qui est ici, et que je voudrais encore une fois, elle est vivante, elle est parmi nous, la remercier, la féliciter pour ce qu'elle a fait avec Syndicat. J'illustrais par là son parcours. Ce prénom, il se l'est fait en traversant la frontière, en allant voir vos cousins d'ici, en Angola, là-bas. Il est arrivé là-bas, il a fondé une famille de beaux enfants, et surtout, il a rencontré quelqu'un avec qui il a formé un duo d'une redoutable efficacité professionnelle. Ensemble, ils ont créé un empire pendant près de 15 ans, pendant lesquels l'Angola, le pays tout entier, a connu une croissance d'exception, avec un produit intérieur brut qui s'est démultiplié, avec une richesse, bien sûr qu'elle n'a pas touché tout le monde, mais qui a fasciné Syndicat, à la fois dans la décision politique, mais aussi dans la capacité des entrepreneurs à venir au secours de l'État. Il ne s'agit pas, on l'a vu dans l'exemple de l'Est du Congo, il ne s'agit en rien de demander à l'État de tout faire. Il faut que chacun d'entre nous, et je vois nos jeunes qui sont là-bas, prennent sa part, participent, proposent. Et ce succès qu'il a rencontré en Angola, avec Isabelle, que vous avez vu, l'a inspiré beaucoup. Et il avait cet idéal qu'un jour, au-delà de nos frontières, on pourrait, nous aussi, au Congo, participer de cette croissance, de cette richesse, de cette création de valeur qui, à défaut de bénéficier à tous au moins, change la dynamique. Il parlait de retrouver la force et la fierté d'être congolais. C'est évidemment notre rêve à tous, et que l'échec relatif ou absolu de notre génération ne soit en aucun cas un frein pour les jeunes qui sont ici, qui rêvent d'un avenir meilleur, et c'est possible. Cette terre, la vôtre, ici à Banzangungu, c'est une terre de grands hommes. Vous en avez la preuve. Et la chance que vous avez de pouvoir toucher quelqu'un qui a atteint ces horizons-là, eh bien, c'est votre chance. Plus qu'ailleurs au Congo, c'est votre fils, c'est votre frère, c'est votre père. Donc, vous pouvez au moins faire la même chose. Cette terre produit des grands hommes, comme je le disais, et surtout, les progrès d'une communauté dépendent de ceux qui acceptent d'en faire plus que leur seul rôle. Je fais mon travail, je rentre le soir, je m'occupe de mes enfants. Si je ne suis pas endormi, je fais encore autre chose. Ce petit progrès-là, les uns après les autres, ça dépend de ceux qui se lèvent et font un petit peu plus. Pour eux-mêmes, pour les leurs, pour leur famille, pour les autres. Le syndicat n'est plus là, il est toujours là, parce qu'il était conscient et très très fier de son héritage, pas financier, mais des valeurs qui lui ont été transmises par ses parents. Et très conscient aussi de la richesse que ça représente pour un enfant de recevoir cet héritage-là. Il adorait s'entourer de jeunes. Et donc, cette transmission, cette idée de transmission, de donner à son tour ce que lui a reçu, était très cher à son cœur. Donc, ce que vous entendez, c'est votre héritage. Merci. Merci Guy pour ce témoignage, parce que c'est un témoignage à la fois édifiant sur le plan géostratégique,
la vision que pouvait avoir Sindika, qui était toujours une vision stratégique. Ce n'était pas quelqu'un dans la petite tactique au quotidien. Il avait une vraie vision. Il pouvait dresser un horizon. Et son horizon à lui était illimité, parce que tout ce qu'il engageait, il le réussissait. Alors, vous avez parlé aux jeunes, Guy, c'est intéressant que nous ayons envoyé beaucoup d'invitations à la jeunesse de l'Université du Congo central. Ce qu'a dit Guy, c'est la personnalité de Sindika, c'est votre héritage. C'est vous qui devez le porter, parce que pour nous, il est devenu un modèle. Juste une petite anecdote. Sindika s'est construit, non pas dans la facilité. On pourrait croire que tout ce qu'il touchait était facile, il va réussir. C'était un travailleur. Un travailleur qui, nuitamment, pouvait encore lire un livre, pouvait aller vers une découverte. Il était curieux de tout. Et il devait parler de tout avec l'expertise d'un spécialiste. Parce qu'il s'attachait aux moindres détails. Et quand c'était pour la défense des intérêts de la famille, parce qu'elle était victime d'injustice, il mettait à mal tous les pourfendeurs de la famille de Kolo, parce qu'il connaissait bien tous ces dossiers. Et finalement, c'est ça aussi, Sindika. Il est devenu un acharné de travail. Rien n'était facile. On peut voir une réussite briller, scintiller. Rien n'était facile. Tout ça, c'était des heures et des heures de travail. Avec son épouse, par la suite, qui va encore le mettre à un échelon supérieur dans la recherche, dans l'exigence de l'excellence en tout. Ne jamais baisser les yeux parce que je ne connais pas. Une conversation, je peux soutenir cette conversation. Des arguments, quel que soit le domaine, puisque je connais mon interlocuteur, je dois soutenir ces arguments. Et si j'en ai d'autres, je dois pouvoir les défendre. Mais ça, c'est du travail. Ce n'est jamais de l'improvisation. C'est de la lecture, c'est des rencontres, c'est des échanges. C'est ça aussi que je veux partager avec la jeunesse. Vous voyez la réussite de Sindika. Cette réussite, certes, il la doit à son père, à sa mère, à l'éducation qui lui a été prodiguée, mais il la doit également à lui-même, à l'effort qu'il a fait sur lui pendant toute sa vie. Et il a continué à faire cet effort toute sa vie. C'est ça aussi, Sindika. Donc je voulais vous rappeler ça. Avant qu'on passe aux échanges, nous allons écouter une personne qui, une seule fois dans sa vie, a rencontré Sindika. Parce que jusqu'à présent, les témoignages qui se succèdent, ce sont des amis, vraiment des proches, des gens qui ont partagé sa vie, c'est sa famille. Là, la personne va vous dire, je l'ai rencontré une seule fois. Mais son témoignage valait vraiment la peine. Et c'est une dame dont la famille, je pense, est du Congo central. Je ne sais pas si c'est de Manzangungu. C'est une jeune philosophe, talentueuse, qui, à mon avis, a un très bel avenir. Nous allons écouter Yala, si on peut lancer son témoignage. Je vous remercie de cette invitation pour rendre hommage à Sindika Dokolo après sa disparition tragique à l'occasion de son 50e anniversaire. Je vous remercie d'autant plus que cet hommage a lieu sur des terres qui me sont chères, qui sont chères à nos familles respectives et à de nombreuses amies, les terres du Congo central. Alors, Sindika Dokolo, je l'ai rencontré une fois, mais une fois qui fut assez marquante et qui fut certainement très importante pour lui. Ce fut lors de l'exposition qu'il a curatée avec l'artiste Kendall Gers en 2019 à Bruxelles, aux Beaux-Arts. Cette exposition intitulée « Incarnation », l'art africain comme philosophie, est importante parce qu'elle permet déjà de dire quelque chose du rapport de Sindika Dokolo à l'art. Aimer l'art, le collectionner, ce n'est aucunement chercher à faire joli ou en tout cas s'attacher à la culture de manière dilettante, mais je crois qu'il y avait chez Sindika Dokolo un engagement pour l'art qui était équivalent à l'engagement qu'on peut avoir avec le monde et pour le monde, c'est-à-dire un engagement qui s'accompagnait véritablement d'une vision. Et cette vision, il me semble, était politique.
Elle était au cœur également de son engagement pour les restitutions des œuvres d'art spoliées durant la colonisation par les Européens au continent africain. Et elle était au cœur aussi de sa manière de soutenir, je crois, des initiatives culturelles fortes, des biennales, des artistes en fait, en lien avec la République démocratique du Congo ou l'Afrique centrale. Et donc dans cette image de la culture, il n'y a rien de gratuit, mais il y a toujours l'idée en fait qu'il faut, à partir des valeurs culturelles et de l'art, défendre et porter la dignité à la fois de l'Afrique et des mondes noirs. Ce qui me mène une petite anecdote. Je me rappelle lors du dîner suivant cette exposition, à la suite d'un ensemble de conversations qui avaient été menées dans le cadre de cette exposition, je me rappelle d'une discussion informelle que nous avions eue sur la manière justement dont les corps noirs pouvaient être traités sur le continent européen et sur le type de racisme auquel on pouvait être confronté en Europe. Et je sais en tout cas que de ces expériences-là extrêmement vives de la violence, de la minoration, en fait, toute une vision de la culture et du monde en découlait. Et c'est, je crois, cette vision en fait de la culture, cette vision du monde, cette vision politique du monde qui manquera et qui manque, je crois, encore à beaucoup aujourd'hui, car le souvenir, en tout cas, que je garde de Sindika Dokolo et de ce moment précis de discussion, c'est celui d'un homme de foi. Homme de foi, non pas au sens religieux, mais homme de foi en ce qu'il soutenait tous les engagements permettant de rendre sa dignité à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire refuser toutes les résignations qui enferment et emprisonnent le Congo sous une prison, dans une gangue de fatalité, pour justement ouvrir pour cette terre qui nous est commune et qui nous est si chère, de nouveaux possibles, de nouveaux chemins, de nouveaux horizons d'avenir. C'était un témoignage de Yala Kisukidi, pour si certains la connaissent, c'est une philosophe, et je pense que c'était intéressant qu'il y ait également cette dimension d'engagement politique dans tout ce qu'il a fait, revendiquer notre identité, mais également se garder d'ouvrir tous les champs du possible, là où il devait investir pour la République démocratique du Congo, pour ce que nous sommes réellement. Et le 16 mars à Mbanza-Ngungu, c'est vraiment la journée Dokolo à Mbanza-Ngungu. Et non pas seulement la journée des Dokolo à Mbanza-Ngungu. Vous avez vu, il y a ici une députée qui vient de l'Équateur, Tania, une autre qui vient du Katanga, un homme d'affaires, Michel Losembe, vient de la province orientale, John Canoni vient du Kivu. Nous venons de partout pour célébrer Sindika. Parce qu'il nous a été donné comme un modèle. Et je choisis le français, il ne l'est pas devenu. On nous l'a donné comme un modèle. Et il a assumé pleinement son rôle. Le rôle qui lui était confié, il avait une mission. Il l'a accompli. Nous avons aussi une mission. Peut-être moins ambitieuse que la sienne. Mais nous devons nous-mêmes considérer que l'œuvre que Sindika a engagée, nous devons la poursuivre. Je vais passer la parole à Anne qui va conclure. C'était pas vraiment prévu, mais je ne peux pas ne pas te remercier, Olivier, d'avoir pris cette initiative. Vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, on ne pouvait pas donner meilleur cadeau d'anniversaire à Augustin. Je suis sûre que là où il est, il sera très fier. Meilleur cadeau d'anniversaire, on ne pourrait pas donner non plus à Sindika. Il a été vraiment présent avec nous. Merci pour toutes les paroles que vous aviez eues tous. Et merci aux Congolais debout qui ont organisé tout ça. Merci à la technique qui a été extraordinaire quand même. Je trouve ça fantastique ici. Et merci à toutes les intervenants. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mon fils, de mon mari, et il a été célébré. Merci beaucoup. Plusieurs personnalités qui ont connu Sindika ont pris la parole par des interventions.
Le bâtonnier Koko Kayoudi dirige le barreau de Matete depuis 7 ans. Il a relevé qu'il était compliqué de parler de syndicat en étant concis. Pour les 15 années passées à défendre la famille Dokolo, le bâtonnier a découvert en syndicat un homme à la personnalité attachante, dont la mansuétude n'avait d'égal que la magnanimité. Comme tous les travailleurs acharnés, syndicat connaissait ses dossiers. Jusqu'à 5 heures du matin, il préparait ses dossiers, étudiait ses archives, documentait son argumentaire. Il allait jusqu'à apporter du café à ses collaborateurs. Il ne fermait pas les yeux tant que le travail n'était pas achevé. Le bâtonnier observait syndicat. Il a rappelé, non sans humour, qu'avec ce type de client, tout avocat, aussi brillant soit-il, pouvait rapidement voir ses conclusions, sa note de plaidoirie être revue et corrigée. Syndicat savait où il voulait aller. Il faisait preuve de détermination et de conviction. Il croyait à des valeurs profondes, d'intégrité et de justice. Il ne claironnait jamais et cultivait la discrétion. Pour le bâtonnier Kayoudi, le meilleur hommage qu'on puisse lui témoigner est de le garder dans nos cœurs. Pour cela, il faut savoir s'arrêter, dit-il, et prendre le temps de penser, et au-delà de penser, d'agir, pour permettre de perpétuer sa mémoire. Syndicat le mérite. Maître Bobo Kilamba, conseiller juridique à l'Assemblée provinciale, n'a jamais rencontré syndicat mais a entendu parler de lui. Il s'est retrouvé à travers les 3 panélistes dans l'image qu'il a toujours eue de syndicat et de son engagement. Tout en étant congolais debout, Maître Bobo Kilamba a été séduit par l'homme d'affaires du Congo central, originaire de Mbanza-Ngungu. Il a éprouvé du plaisir et de la fierté, dit-il, de suivre les sommets que syndicat a gravis parmi les plus hautes personnalités. Syndicat était un homme pour les autres, mais également un homme tout, dira-t-il. Dans la culture, les affaires et la politique, syndicat brillait. Il a exhorté la jeunesse de Mbanza-Ngungu à penser, à devenir entrepreneur et à valoriser le nom de syndicat Dokolo. Il a posé la question au panel. Comment allez-vous nous aider à devenir, nous, les jeunes, des petits syndicats? La princesse Dominique Munongo, élue de Lubudi dans le Katanga, a évoqué le souvenir de conversations qu'elle avait eues avec syndicat. Engagée dans le monde associatif avant d'entrer en politique, la princesse Munongo a été invitée par syndicat à intégrer les Congolais debout. Arrière-petite-fille du grand roi Msiri, elle a soutenu les efforts de syndicat afin de récupérer les biens volés ou pillés au Congo et à retrouver le patrimoine national, parmi lesquels de nombreux biens appartenant à sa famille. Le vice-premier ministre honoraire Mukoko Samba a rappelé qu'il est né à Mbanza-Ngungu, où tout le monde connaît le nom de Dokolo. Le plus important, dit-il, est que le combat de syndicat ne s'arrête pas et qu'il soit poursuivi par d'autres Congolais qui ne doivent pas rester assis, mais se mettre debout comme le préconise l'hymne national. Aux jeunes de l'Université du Congo central présents dans la salle, il leur a rappelé qu'il ne suffisait pas d'évoquer le nom de syndicat Dokolo, mais plutôt de percer l'essentiel de ce qu'il a légué, de ce qu'il a fait et de ce qu'il a voulu faire. C'est un combat inachevé, a-t-il dit, mais qui, parmi nous, sur cette terre, peut dire « moi, j'ai tout fait ». Les jours nous sont comptés. Tôt ou tard, on s'en va, dit-il. Mais ce combat, et tous les combats qui participent à l'avancement de l'humanité, ce sont des combats qui ne s'achèvent pas. Ce sont des combats qui doivent être poursuivis par ceux qui auront réussi à percer l'âme de ceux qui ont commencé le combat.